Nous vous informons que ce programme est déconseillé aux moins de 10 ans. Bonsoir et bienvenue sur le plateau d'Urgence, votre rendez-vous du dimanche soir sur Énergie 12. Je vous propose chaque dimanche de partir à la découverte des services d'urgence qui ne connaissent ni week-end, ni jour férié, ni nuit paisible. Et ce soir, je vous propose de découvrir une immersion incroyable au cœur d'une structure hospitalière située en plein cœur de la Bourgogne, dans ce secteur où tous les cabinets ferment les uns après les autres. Le désert médical est total. Alors, les urgences dans ces campagnes sont l'unique porte de salut pour la population en détresse. Voici Bourgogne, les urgences de nos campagnes en burn-out. En Côte d'Or, en plein cœur de la campagne bourguignonne, se situe l'hôpital de Semur en Auxois. Ici, de jour comme de nuit, on travaille à flux tendu. À la tête de cet hôpital de campagne, Sunday Kilik, une chef de service qui ne compte pas ses heures. Et c'est lors d'une de ses gardes qu'elle va devoir gérer un patient très particulier. Vous avez froid là? Ça me brûle sous le visage et les mains, la main surtout. Une cuve d'essence a explosé au visage de cet ouvrier de 22 ans. Sa vie est en danger. Il peut se dégrader à tout moment. Donc il faut... Ça, c'est une vraie urgence. Benjamin, lui, est médecin urgentiste et fait régulièrement des sorties avec le SMUR. Des missions à longue distance pour des urgences où chaque seconde compte. Comme pour ce patient, entre la vie et la mort. Monsieur, ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux. Il va falloir intuber. C'est dramatique. L'équipe médicale va engager une véritable course contre la montre pour l'amener à temps à l'hôpital. Si la plupart du temps, les interventions connaissent une issue favorable, les drames sont aussi le lot quotidien des urgentistes, une douleur à laquelle il est impossible de s'habituer. C'est difficile quand il y a la famille qui pleure. Ce qui marque le plus, c'est souvent les cris et la douleur de la famille. Entre accidents, larmes, espoir, vivez au rythme du quotidien effréné des médecins, urgentistes et infirmiers de Semur en Auxois, l'hôpital de campagne, au bord de l'implosion. Parce que nos campagnes sont le cœur de la France, à la fois notre poumon vert et notre grenier, j'ai voulu ce soir vous emmener dans les urgences d'un hôpital en Bourgogne. Et je vous propose de nous rendre près de Dijon et plus particulièrement à Semur en Auxois. Ici, de jour comme de nuit, les urgences sont pleines à craquer. Et le SMUR frôle les 500 interventions par an. Pour faire face à cette affluence, une équipe médicale de choc. Emma, Sunday, Chloé, mais aussi 5 médecins urgentistes, 8 généralistes et une trentaine d'infirmières. Ils vont devoir prendre en charge des patients victimes d'accidents de la vie courante, fractures du nez, brûlures au visage, mais aussi un homme tombé de plusieurs mètres de haut et certains patients dont la vie peut basculer à tout instant. C'est ainsi que Benjamin, urgentiste au SMUR, va tout faire pour sauver un homme qui doit rapidement être rapatrié sur Dijon. 1 heure de transfert aux allures d'une véritable course pour la vie. Voici Bourgogne, les urgences de nos campagnes en burn-out. C'est une immersion signée Mathieu Crocieux. Il est plus de 22 heures à Semur en Auxois
quand les pompiers amènent aux urgences un jeune homme grièvement blessé. C'est le docteur Kilik, chef de service des urgences, qui le prend en charge immédiatement. Vous avez froid là? Non, je pense pas, en fait, ça me brûle sur le visage et les mains, la main surtout. La situation est critique. Une cuve d'essence vient d'exploser au visage de cet ouvrier agricole de 22 ans. On va vous mettre des antidouleurs. Hein. Il faut, en urgence, stopper la progression de la brûlure, faute de quoi, il risque d'être défiguré à vie. D'accord. Ok. J'ai l'impression que ma peau elle se rétracte en fait. L'équipe médicale applique des compresses de gel d'eau pour refroidir la brûlure et soulager la douleur. C'est très important de prendre en charge rapidement ce genre de patient. Parce que les brûlures sont une source fréquente d'état de choc, de déshydratation. Il peut y avoir un œdème secondaire qui peut nous conduire à mettre en place une intubation pour faire passer l'air. En fait, il peut se dégrader à tout moment. Donc il faut... Ça, c'est une vraie urgence. Ça marche. Ok, très bien. L'accident est survenu en plein travail. L'homme est encore sous le choc. Je déploie de la ferraille au chalumeau et puis ça fait un espèce de retour de flamme un peu suite à des vapeurs de je sais pas quoi, peut-être gasoil, essence. Enfin, je sais pas, enfin, c'est quelque chose que je fais tous les jours, mais voilà, un jour pas comme un autre. Après 20 minutes, les compresses sont retirées. Ça vous a fait du bien quand même les jeunes? Ouais. La priorité pour le docteur Kilik est de vérifier qu'aucun organe interne n'a été brûlé par les flammes. Je vais regarder l'intérieur de la bouche, là. Ah, pardon. Ok. Là, ça vous fait mal, là? Votre voix, elle est comme d'habitude? Ouais. Ok. Bon, d'accord. Là, tout ce qu'on fait, c'est pour éviter que, au niveau des voies respiratoires, les choses ne se compliquent, et puis qu'au niveau préjudice esthétique, il n'y ait pas de séquelles. Voilà. Pour l'instant, la situation semble stabilisée, mais rien n'est joué pour ce patient. Des gonflements pourraient apparaître et l'empêcher de respirer. Du sérum filé sur les lèvres. Le truc qui est désagréable, c'est qu'il fait une odeur de cochon grillé dans le nez. Ça va passer, c'est provisoire. Dans la salle d'attente, le docteur Kilik retrouve les parents du jeune homme. Allez, asseyez-vous. Compte tenu de la gravité de ces brûlures, on s'est mis en lien avec un centre de grands brûlés. On est en train de voir avec le SAMU 21 les modalités de transport sur la... Vous allez le descendre sur Lyon? C'est ça. Ils sont très pointus. Et donc, Ce soir-là, après, il reviendra probablement, ses parents ont eu la peur de leur vie. On fait du chalumeau le soir. Oui, c'est ça, ça a surpris. Il s'est fait surprendre, nous. Bon, il y a peut-être eu... Bon, bref. Une minute d'inattention. Oui, voilà. Merci. Merci. Je viens vous chercher. Merci. Rapidement, l'équipe du SAMU de Lyon arrive et prend en charge l'évacuation du patient. 1, 2, 3. Voilà. Vous voulez que je remonte un peu la tête? Oh non, ça va. Ah, si peut-être un peu la tête, ouais. Et bien qu'il ait frôlé la mort, une seule préoccupation pour cet ouvrier agricole, reprendre le travail au plus vite. La semaine prochaine, on est au boulot. Hein? La semaine prochaine, on est au boulot. Oui. Oh, je dirais plus la deuxième semaine au moins. Encore? Après, en fait, ça dépend comment vous allez répondre au traitement, comment ça va. Vous voyez, c'est l'évolution qu'il faut, c'est la surveillance qui va être Le problème qu'il y a, déterminante. Si comme on a fait un milieu qui est très propre à travail, on ne peut pas ranger non plus, quoi. Ouais. On est peut-être cinglés, mais on aime trop notre métier pour pouvoir laisser ça. L'homme est transféré au service des grands brûlés du CHU de Lyon. Après une semaine de traitement, il en sortira avec de simples lésions superficielles. C'est un vrai
miraculé. Des interventions comme celle-ci, les urgentistes de Semur en Auxois en réalisent plus de 500 par an. En pleine campagne bourguignonne, ils couvrent un secteur immense, étalé sur 3 départements. Je pense qu'il saigne dans sa tête. C'est dramatique. Ils sont le seul rempart médical d'urgence pour une population rurale et isolée de près de 80 000 personnes. Elle est toujours en crise, on va lui poser une voix. Ouais. Et au service des urgences, les 13 médecins et la trentaine d'infirmiers sont débordés. Ils se démènent 24 heures sur 24 pour faire face au flot des patients. Ouais. Reste sur le côté, s'il te plaît. Sur le côté. Reste sur le côté. Ils doivent également faire face aux mauvaises chutes. Mais ils sont aussi confrontés aux maladies les plus graves. Sa copine l'a quitté hier et il a dit qu'il n'hésiterait pas à se suicider. L'équipe comptabilise plus de 60 passages par jour et ne compte pas ses heures de garde pour mener à bien sa mission. Benjamin! Le jour se lève sur Semur en Auxois. Ouais. Et Benjamin, le médecin urgentiste, est déjà en alerte. Il vient d'être appelé pour une urgence. On part sur une douleur thoracique, assez loin. Pas une minute à perdre, aux côtés de Chloé, infirmière, et Jean-Pierre, ambulancier. Benjamin va devoir parcourir plus de 40 km pour secourir un homme en grand danger. Les missions de grande distance, c'est le quotidien du SAMU de Semur en Auxois. Un SAMU qui parcourt jusqu'à 3 départements, car cette campagne est en plein désert médical. Une fois arrivé sur place, il découvre un homme d'une trentaine d'années. Il gît totalement inconscient. Alors, qu'est-ce qui se passe avec monsieur? Monsieur, serrez-moi la main. Serrez-moi la main. Serrez-moi la main. Et il tremble comme ça depuis combien de temps? Depuis qu'on est là. Il est chaud, je trouve. C'est bouillant. D'accord. Ouais, 1 milligramme de Rivotril, s'il te plaît. Bon, on va voir un petit peu ce qui se passe. C'est un petit peu bizarre, le fait d'avoir mal dans la poitrine et ensuite de convulser, c'est quand même très particulier. D'accord. Benjamin et son équipe doivent absolument comprendre ce qui arrive à cet homme. Vous lâchez la main? Un autre, juste là. Tirez-la, s'il vous plaît. Un mauvais diagnostic ou une erreur de traitement pourrait entraîner des conséquences très graves. Et c'est mordu la langue? Oui, c'est mordu la langue. Et les pupilles qui n'ont pas la même taille, c'est connu ou pas? D'accord. Les minutes défilent dangereusement. Mais pour Benjamin, l'état de l'homme reste mystérieux.
Alors là, l'enregistrement du cœur montre quand même des anomalies. Alors il y a deux soucis. Il y a le souci neurologique, avec les pupilles qui n'ont pas la même taille, et les convulsions, hein, qui peuvent nous indiquer qu'il a peut-être fait quelque chose au niveau du cerveau, un AVC ou autre. Mais c'est bizarre si c'est pas plein de maux de tête. Et il a pu faire un infarctus, ce qui expliquerait pourquoi il y a des anomalies à l'enregistrement du cœur et pourquoi il avait mal dans la poitrine. L'équipe est devant une véritable énigme. Et plus le temps passe, plus la situation du patient se dégrade. Le médecin prend donc la décision de le transférer dans l'ambulance pour poursuivre les examens. Vous m'entendez? Et soudain, la situation vire au cauchemar. Benjamin! Benjamin! Il recommence! Benjamin! Bon, alors... Monsieur, ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux. Il va falloir intuber. Allez. C'est pas bien engagé, non. Je pense qu'il saigne dans sa tête. C'est dramatique. En pleine campagne bourguignonne, l'ambulance doit désormais foncer en direction des urgences de Dijon. Le patient est entre la vie et la mort. Ce monsieur, il faut déjà qu'on aille faire un scanner cérébral, voir ce qui se passe dans la tête, mais son état est quand même assez inquiétant. C'est inquiétant. S'il y a bien une hémorragie dans la tête, le pronostic vital serait engagé. Il reste à l'équipe médicale encore 60 km à parcourir. Mais soudain, l'état du patient dégénère. On peut s'arrêter? L'ambulancier doit stopper net le véhicule au milieu des champs. Mais arrêtez. Le patient a vomi par la narine, donc on va lui poser une sonde nasogastrique pour que ça aille directement dans un sac. Mais il y a un autre problème. Sa température vient de chuter. 34,8. On va pouvoir remonter le chauffage. Il faut commencer à se méfier effectivement de l'hypothermie. On parle d'hypothermie en dessous de 35, donc oui. Donc on va le réchauffer. Et puis on va se dépêcher d'arriver à l'hôpital pour avoir d'autres moyens. L'ambulance peut enfin reprendre la route. À bord, toute l'équipe se bat pour maintenir le patient en vie. Quelques kilomètres plus tard, ils arrivent enfin au CHU de Dijon. Ouais, au scan, hein. C'est le seul hôpital de la région équipé d'un scanner très performant qui pourrait enfin permettre de comprendre ce qui a provoqué le malaise de ce patient. On n'a pas une belle courbe. Pourquoi on n'a pas une belle courbe? Toute l'équipe scrute minutieusement les résultats à la recherche d'une explication. Il n'y a pas d'hémorragie.
Rien de particulier. Ils ont été encore au diable. On voudrait bien savoir ce qu'il a, ce monsieur. C'est un peu mystérieux tout ça. Oui, ça, pour le moment, on ne sait pas. On ne sait pas ce qui se passe. Le premier scanner est normal, donc on va voir avec le deuxième. Non, c'est un petit peu flou là. Seulement voilà, avec les résultats du second scanner, ils ne sont pas plus avancés. Je sais pas. Enfin, puis l'état de mal, quoi, quand même. Il n'y avait pas de sang, il n'y avait pas de... L'état de mal alors qu'il avait une bonne tension, quoi. On ne sait pas plus. Il faut continuer les investigations. Donc nous, on va laisser le patient au réanimateur et puis on va retourner sur ce mur. Ils vont continuer le travail. Fin de mission pour nous. Les urgentistes de Semur en Auxois laissent le patient entre les mains de l'équipe de Dijon. Il faut en effet très vite repartir, car à tout instant, ils peuvent être appelés pour une nouvelle intervention. Le patient, lui, restera plusieurs jours dans le coma. Et c'est dans le service des soins intensifs qu'il reprendra peu à peu conscience et sera sauvé. Quant à l'origine de son malaise, il reste un mystère et les examens se poursuivent. À l'hôpital, le chef de service, le docteur Kilik, est de garde cette nuit. Et elle enchaîne les visites. Bonsoir. Je suis docteur Kilik, je viens vous examiner. Alors, qu'est-ce qui vous est arrivé? Ouais, j'ai un coup dans le nez. Oui. Et puis, ouais, il est cassé, quoi. J'ai déjà eu cassé après. Ah oui. C'est arrivé comment? Ouais, en jouant au rugby. Au rugby? Vous avez reçu un coup direct? Ah oui, ouais. C'est bien dévié. Vous avez saigné du nez? Ouais. Ouais. Un petit peu, ouais. Ah oui. Rapidement, la chef de service évalue la gravité du choc. Elle doit écarter tout risque de traumatisme crânien et d'hémorragie interne. Ok. Quand j'appuie là, ça va? Ouais. Vous pouvez claquer les dents? Ouais. D'accord. Vous regardez mon doigt sans bouger la tête. Ok. Bon, très bien. Alors on voit voilà, que la cloison est bien déviée par rapport à un nez qui est pas cassé, où la cloison est bien droite. Là on a une déviation très franche, très nette, comme dans les livres. Si la fracture se consolide dans une mauvaise posture, après la chirurgie est beaucoup plus complexe, il faut recasser le nez, il faut refaire quelque chose. Donc si on peut agir au plus tôt, c'est mieux pour lui. Il ne faut pas laisser traîner ce genre de choses. Et pour le savoir, direction la radiographie. Il faut déterminer la gravité des dégâts. Vous allez poser juste le bout du nez. Il est important de savoir si le jeune homme doit être opéré en urgence. Très bien, bougez plus. Voilà, c'est terminé, vous pouvez descendre. Et la mauvaise nouvelle ne tarde pas à tomber. Voilà, donc la fracture, elle est là. Au-dessus, carrément? C'est cassé ici, Ouais. bien au-dessus. Et donc, et puis un peu ici et là. Ouais. C'est un peu fragmenté. Voilà. Le constat est sans appel. Sa cloison nasale est en morceaux. C'est comme ça, j'ai senti que ça a craqué, donc j'ai su qu'il était cassé, de toute façon. Ça va rentrer dans l'ordre, ça Ouais, sera ouais. pas... Ça enlèvera pas du charme à votre visage. Non. Bon, bah... J'ai déjà la femme, c'est bon. Voilà, c'est bien. Non, c'est pas... Oui. C'est comme ça. C'est comme ça, oui. C'est l'accident au rugby, c'est soit l'épaule, soit le nez qui prend. Ouais. Ah bah ça, ouais. Ça, c'est... C'est pas de chance, hein, après. Vous avez gagné le match au moins? Non, non. Oh,
L'homme devra attendre au moins 1 mois avant de pouvoir rechausser les crampons. Le lendemain matin, à l'hôpital, Benjamin, médecin et toute l'équipe des urgences vont devoir faire face à un nouveau cas extrêmement grave. Arrête de masser 2 secondes. Non, on va mettre une intra-osseuse. Dans la salle des urgences vitales, la vie d'un homme vient de basculer dans l'horreur. C'est bon, tu peux masser pour moi. Moi, je l'ai campé, c'est bon. Quand tu les adaptes, tu peux pas la... Il vient de faire une embolie pulmonaire foudroyante. Un caillot de sang a subitement bouché une de ses artères. Il est en arrêt cardio-respiratoire. Et il faut impérativement maintenir le flux sanguin du patient en lui faisant un massage cardiaque. Voilà, on se fera. Je te laisse un 5 pour pas qu'il y ait de retour d'air. Malgré les efforts des urgentistes, le cœur ne repart toujours pas. Benjamin et Valérie, la cadre de santé, doivent alors préparer la famille au pire. Docteur Martin, un des médecins d'aujourd'hui. On vient vous voir un petit peu rapidement puisque ça se passe pas très bien. L'état est très grave. D'accord. Hein, le pronostic vital est engagé. Non, il n'est pas engagé. Pour l'instant, on est en train de faire des soins. On est en train de faire des soins, de faire vraiment le maximum avec tous les médicaments qu'on peut faire. Le réanimateur intervient avec les urgentistes. On est 4 médecins avec lui, voilà, pour faire le soin. Là, il est là, il est inconscient. On va partir, là. On peut pas vous dire, mais c'est quand même très grave, là. Pendant ce temps, les soignants continuent de se relayer dans l'espoir de réanimer l'homme. Mais à mesure que les secondes s'écoulent, l'espoir s'amenuise. Il y a 4 mots de plate. Les médecins ont tout essayé. Mais après 40 minutes sans résultat, ils doivent prendre une grave décision. On arrête. Dans la salle des urgences, l'équipe est sous le choc. Je vais aller voir la famille et puis voir s'ils veulent venir. Benjamin va devoir maintenant trouver les mots justes pour annoncer la terrible nouvelle à la famille. On n'a malheureusement pas une très bonne nouvelle à vous annoncer. Il est décédé. On a vraiment fait tout ce qu'on a pu. 40 minutes de réanimation vraiment très intensive. Donc on a vraiment fait tout ce qu'on pouvait. Dans la limite du raisonnable aussi, parce que le but c'était pas non plus faire de la réanimation pendant des heures. Si on n'était pas certain de pouvoir lui offrir une qualité de vie sans séquelles, au cas où son cœur reparte, vous comprenez? Si vous avez besoin d'aide, vous n'hésitez pas. Mais même si vous avez besoin de parler avec quelqu'un, la porte est ouverte. C'est pas évident d'annoncer ça à la famille. On ne s'habitue pas. Voilà, on essaie d'être le plus humain possible et de le dire avec les mots les plus simples, les plus neutres possibles et d'expliquer ce qu'on a fait à la famille. Évidemment, ça marque, oui. Parce qu'on
On n'arrive pas le matin en disant on va perdre des patients. Ça fait partie du métier, mais on se bat contre ça tous les jours. Mais malgré ce terrible drame, Benjamin doit aller de l'avant. Le lendemain matin, une nouvelle journée commence aux urgences. À la manœuvre, Vanessa, c'est l'infirmière d'accueil et d'orientation du service. Ouais, pas mal. Non, j'ai plus de place. Je sais pas qui c'est, monsieur. Vous veniez pourquoi? Sa mission est cruciale. C'est elle qui est en charge d'accueillir les patients et de les répartir en fonction de la gravité des cas. Et aujourd'hui, les urgences sont saturées. Ah oui, vous attendez le scanner. Il y a ça aussi, on attend tous les scanners. C'est plein. Son casse-tête quotidien, trouver de la place. Et la tâche n'est pas si simple, malgré ses 20 ans d'expérience. Pour un qui pourrait. C'est vrai que c'est toujours quand il commence à avoir du monde, c'est un problème. Et on a beau rajouter des brancards, rajouter des fauteuils, il en manque toujours. Là, on va essayer peut-être de voir les personnes qui peuvent être mises au fauteuil, même si c'est pas l'idéal, mais voilà. Et quand les urgences débordent, les heures d'attente s'allongent pour les patients. L'arme secrète de cette infirmière, pour calmer les esprits, sa bonne humeur bourguignonne. Tenez, vous pouvez enlever votre blouson? Il faut que je sois guéri tout de suite parce que je peux plus. Bah mon pauvre monsieur, on peut pas guérir... Parce qu'il n'y a pas de baguette magique. Non. Ça serait bien. Bah oui. Tenez, asseyez-vous, on va regarder. Vous êtes malade depuis quand? Et même si elle doit voir un maximum de patients en un minimum de temps, elle met un point d'honneur à avoir un petit mot pour chacun. La diarrhée? La diarrhée? La diarrhée. Et vous vomissez? Et je vomis beaucoup. D'accord. Vous arrivez à manger un petit peu ou pas du tout? Mais ça va durer, hein, monsieur, hein? Ça va durer quelques jours encore. Parce que lui, il aimerait bien être soigné. Allez, au prochain. Monsieur, bonjour. Les urgences de Semur connaissent un pic important de fréquentation le soir et surtout le week-end, quand tous les cabinets médicaux sont fermés. Tiens, juste là. Je fais ça. Une situation accentuée depuis quelques années par un désert médical sans précédent que connaît la France en milieu rural. On a un manque de médecins traitants sur notre région assez important. Donc les gens qui sont vraiment pas bien et qui peuvent pas avoir un rendez-vous avant 10 jours chez le médecin finissent aux urgences en fait. Je vous laisse enlever votre manteau. Cette patiente, par exemple, dit ne pas avoir pu obtenir de rendez-vous chez son médecin traitant. Qu'est-ce qui vous arrive? Alors, pour soigner sa bronchite, elle a opté pour l'automédication. Vous avez vu un médecin depuis samedi? Impossible, parce que mon seul jour de repos, c'est aujourd'hui. D'accord. Et vous avez pris quoi alors depuis samedi? Rien? J'ai juste fait des drogues à base de rhum, miel. Enfin, j'ai essayé de sauver les meubles, ça m'a soigné un peu. Il n'y a pas assez de médecins et que ça fait plusieurs jours que j'appelle pour avoir un rendez-vous mercredi et que tous les médecins sont saturés. Tout est saturé, même mon médecin traitant a trop d'urgence, il n'a pas pu me prendre. Donc il y a vraiment un manque de médecins à l'heure actuelle. Bah oui, ils sont obligés de passer ici pour avoir... Au moins, ils sont sûrs de voir un médecin, en tout cas. Il y en a toujours deux, voire trois. Mais donc, c'est la seule solution pour les gens de la région de trouver un médecin un peu quand ils en ont besoin. Alors, mais malgré l'afflux des cas bénins, l'équipe médicale doit rester sur ses gardes. Il faut savoir réagir vite quand une véritable urgence arrive.
Ça va, je vous fais pas mal? Non, ça va. Non? Vincent, jeune médecin de 30 ans, vient de prendre en charge une dame de 89 ans. Elle s'est blessée au front en tombant chez elle. 89 ans. 89 ans? Oui, d'abord. Comment? Vous n'êtes pas trop sonné, ça va? Hein? Elle a tout de suite reparlé? Oui. Ouais, hein? Ok. Priorité pour le docteur, vérifier que la patiente ne souffre pas de lésions internes, car une simple chute peut entraîner des complications graves chez une personne de son âge. Comme ça. Ah, là, vous êtes blessé sur le côté, là? Oui. Vous me dites. Vous fait mal, là? Oui, c'est ça. Ouais. Je pense qu'elle a touché le buffet. Par là? Hein? Oui. D'accord, ok. C'est en trébuchant malencontreusement sur son beau-frère que l'accident s'est produit. On cherche une télécommande, et puis j'étais à 4 pattes pour regarder sur le buffet, et en marchant, elle m'a buté sur le pied, puis elle est tombée. Un peu, hein, pour que vous sentiez moins. Et la plaie est impressionnante. Vous en avez laissé un petit bout contre le meuble, là? J'injecte un petit peu de xylocaïne, hein, pour endormir la plaie. Comme ça, vous sentirez pas que je travaille dedans, hein? Pour travailler au propre, je vais vous mettre un petit peu ça. Voilà. Cette dame a bien fait de venir aux urgences parce que, en effet, la plaie d'un premièrement, elle est assez importante, donc avec un grand risque d'infection. Pour se faire une telle plaie, elle a dû assez fortement cogner la tête. Donc chez une personne âgée, ça nécessite une petite surveillance neurologique et puis aussi potentiellement une entorse cervicale. Hein, donc on va s'assurer qu'elle reparte dans de bonnes conditions. Ça va, vous tenez le coup là-dessous? Oui. Fou, hein? C'est bien. En France, des accidents domestiques comme celui-là tuent chaque année 12 000 personnes. Les accidents domestiques comme ça, comme ceci, c'est plusieurs fois par jour. Mais c'est souvent tôt le matin, hein, aux heures où il faut se lever, voilà, aller faire pipi, on trébuche, il fait encore la pénombre. Ou alors le soir, comme ça, en effet. C'est vrai que c'est assez fréquent. Ça y est, on a fini, madame. Comment vous vous sentez, ça va? Oui, ça va. En tout cas, là, ça y est, c'est réparé, hein? La plaie est refermée, mais le médecin n'en reste pas moins prudent. Qui va très bien évoluer. La dame frôle les 90 ans et elle est fragile. Les prochaines heures seront donc décisives, mais elle doit rester sous surveillance renforcée. Or, elle veut impérativement rentrer chez elle. Soit on peut vous proposer une surveillance à l'hôpital, nous on la garde pour cette nuit en surveillance et puis bon, vous rentrez comme ça, vous n'avez aucun souci à vous faire. Hein. Soit elle préfère rentrer avec vous, puis à la moindre alerte, il faut appeler le 15. Vous voulez rentrer? Oui. Elle veut rentrer, oui. Dans une bonne main, là. On ne contraint pas les patients à rester, on n'est pas en prison. On influe fortement quand les conditions sont vraiment nécessaires et que c'est une bêtise de partir. Bon là, je vois que monsieur, ils sont complètement capables de surveiller madame s'il y a quoi que ce soit. Nous, en tout cas, on offre toujours la solution de prudence. Hein? OK? La dame âgée a fait le choix de rentrer chez elle. Et c'est une infirmière à domicile qui s'occupera donc de la suite de ses soins.
lendemain, dans le service, c'est le docteur Emma Chavant qui est de garde. Cette médecin américaine travaille aux urgences depuis 10 ans. Une attelle. Restez juste dans le coin comme ça, ok? Les pompiers lui amènent un patient dans un état très préoccupant. Il vient de faire une chute de 4 mètres. Vous pouvez me dire ce qui vous arrive? Je suis tombé d'un sbire morte. J'étais en train d'étaler les plaquettes au-dessus et il pleuvait, donc j'ai glissé sur le bord puis je suis tombé de la hauteur. Et vous êtes tombé directement sur le dos? Debout, et puis après sur le dos. D'accord. Est-ce que la tête, elle a tapé? Non. Non. D'accord. Et dans l'immédiat, suivant la chute, vous avez senti une douleur où exactement? Le talon, ça a gonflé. D'accord. Puis après le dos. Et le dos, d'accord. Ce que suspecte Emma, c'est une fracture de la colonne vertébrale. Là, on va regarder les jambes. Hein? Une blessure qui pourrait être extrêmement grave et qui pourrait entraîner la paralysie du patient. On va demander directement au scanner, d'accord, à la recherche justement d'une lésion au niveau de la colonne vertébrale. Hein. Dans les chutes comme ça, surtout quand les patients se plaignent d'avoir mal au niveau du dos, on recherche toujours un déficit neurologique. Pour le dos, dans les chutes qui sont assez importantes, on demande quand même le scanner parce que ça nous permet de mieux préciser la lésion. Avec le scanner, les médecins peuvent détecter d'éventuelles fractures, mais aussi des dommages qui seraient invisibles à la radiographie. Et là, voilà, il y a une petite fracture de l'angle. Il a de la chance parce que la fracture de la vertèbre est uniquement le corps antérieur de la vertèbre. C'est pas la moelle, c'est pas les racines, c'est l'os. Donc c'est, sauf autres complications, c'est pas méchant. L'homme a échappé au pire. La moelle épinière est intacte. Le risque de paralysie est donc éliminé. Mais sur les images, un détail attire l'attention du radiologue. Il y a, comme toujours, des petites surprises. Donc, il y a une fracture du cuboïde déjà. La violence du choc a fracturé le pied du patient. C'est fou qu'il est tombé sur qu'un pied, non? On va prendre tout ça. Dans la salle d'examen, l'épouse du patient a eu la peur de sa vie. Il y a des fractures sur 3 endroits, d'accord. Ce qui est rassurant, c'est que c'est des fractures qui sont stables. Ça veut dire que ce n'est pas des fractures qui peuvent potentiellement mettre en danger sur le plan neurologique, d'accord. Également, ce n'est pas des fractures qui sont chirurgicales. Hein. Par contre, pour cette nuit, il va être quand même hospitalisé. Hein, en attendant son corset. C'est plutôt rassurant. D'accord? Merci. Mais de toute façon, je me doutais qu'il allait rester. Hein, comme il est arrivé, quand je suis arrivé, oui. Puis le dos, surtout le dos. Il peut même rester paralysé, oui. En vacances forcées, on regardera la télé. Finalement, l'homme devra porter un corset pendant plusieurs semaines avant de pouvoir remarcher.
Mais aux urgences, pas le temps de souffler. Emma et son équipe doivent immédiatement partir en intervention à quelques kilomètres de l'hôpital. Je te laisse aller à l'intérieur. On sort sur une crise d'épilepsie. Qu'est-ce qu'on fait sur le patient? Crise d'épilepsie devant le centre social. D'accord. Une femme, on ne sait pas son âge. D'accord. Arrivée sur place, l'équipe découvre une femme. Elle est allongée à terre, sous la pluie. Bonjour madame, est-ce que vous pouvez me serrer la main? Serrez-moi la main. Hein? Alors, on va essayer de la mettre sur le dos. Vous sentez quand je touche vos jambes? Priorité pour le médecin, comprendre les circonstances exactes du malaise et établir un premier diagnostic. Voilà. C'est mieux, dites-moi tout, qu'est-ce qui s'est passé? Alors on passait, nous, et on a entendu cette dame d'abord à terre qui demandait de l'aide. D'accord. Donc elle avait vraiment eu aucun réflexe parce que ses bras, ils étaient vraiment le long du corps. Il faut stopper immédiatement les convulsions, car elles pourraient entraîner des dégâts cérébraux irréversibles. Mais le fait que voilà, elle a quand même... elle est toujours en crise, on va lui poser une voix. Ouais. Et on va administrer... Voilà, ça Oh, va aller. ça y est. Ça va aller mieux. Ça va aller mieux. Hein, là, la patiente, elle se réveille. Vous pouvez me serrer la main? Faites un oui avec la tête si vous m'attendez. Vous sentez quand je touche les jambes? Oui? En première intention, il faut toujours éliminer ce qui est le plus grave. D'accord? On a une bonne tension, une bonne fréquence cardiaque. Si on peut avoir une saturation après également, il y a quelqu'un qui peut me mettre une saturation? Là, la seule chose qui me gêne actuellement, c'est le fait qu'elle n'a pas entièrement récupéré. Hein? Oui, Benjamin, salut. Soudain, alors que les urgentistes sont en plein travail, une autre équipe du SAMU arrive pour les relayer. Vous allez où? Ah bah non, vous allez sur un arrêt à Vénaré. Tout de suite, ok. La situation est exceptionnelle. Le docteur Chavant et son équipe sont mobilisés sur une autre urgence encore plus grave, qui nécessite leur intervention immédiate. Hein? Allez, on essaye de faire vite, hein? On part sur un arrêt. C'est qui veut avec le scope? À la limite, laissez comme ça. Laissez tous comme ça et nous, on y va. À la limite... À Semur-en-Auxois, une course contre la montre vient de démarrer pour l'équipe des urgentistes. Une vie est en jeu. C'est rare qu'on ait dévié comme ça, en plein milieu. Ça reste une urgence absolue, qu'on s'adapte selon le degré d'urgence et selon la situation. À 200 mètres à droite. Une fois sur place, il n'y a pas une seconde à perdre. Les pompiers sont déjà là. Bonjour. Alors, dites-moi tout, qu'est-ce qui s'est passé? On l'a trouvé comme ça, allongé là. Vous avez un tracé, rien de tout? Non? Malgré les efforts et le massage cardiaque prodigué par les pompiers à leur arrivée, il n'y a plus rien à faire. Alors là, elle est raide, elle est froide. Non. Non, on arrête. Non, non, non. Et l'équipe médicale doit maintenant annoncer la mauvaise nouvelle à la famille. À l'extérieur, Christophe, ambulancier, préfère s'isoler.
Il a beau avoir 25 ans d'expérience, ces situations tragiques sont toujours douloureuses. C'est difficile quand il y a la famille qui pleure, qui crie. Moi j'ai un petit peu de mal, donc je prends un petit peu de recul pour pouvoir m'aérer un petit peu, pour pouvoir repartir vers autre chose. Ce qui marque le plus, c'est souvent les cris et la douleur de la famille. Dès le lendemain matin, la vie reprend ses droits à l'hôpital de Semur en Auxois. Je vais ramener le radio. Non, pas encore, mais j'y vais là. Emma et son équipe vont devoir gérer une situation explosive. Je vais juste vous enlever les chaussettes, mais de la jambe qui n'a pas mal. Mais non, respire avec ton ventre. Voilà. Allongée sur le brancard, une adolescente de 15 ans a été victime d'une violente chute de cheval. Ah, ça a craqué, ça a craqué, ça a craqué. Respire. Souffle. Ça brûle. Ça a craqué. Souffle. Je te jure. Oui, non, mais je t'entends. Ça me bouge. Souffle. Souffle tout doucement. Souffle. Ma jambe essaie de bouger tout seul maintenant. Oui, ben je... La jeune fille est très angoissée. Bonjour, docteur Chavant, je suis à vous. Alors, est-ce que vous pouvez me dire ce qui s'est passé? Je voulais monter à cheval, j'ai mis les pieds à l'étrier parce que la porte n'était pas assez ouverte et je pensais qu'elle était assez ouverte. La jument, elle a paniqué, elle a rué, je suis tombée. D'accord, et tu peux me dire où t'as mal? Au tibia droit, mais je le sens encore. Non. Tu sens la douleur, c'est ça? Là, quand je touche la jambe, ça te fait mal? Ça brûle, ça brûle. Est-ce que t'as mal ailleurs? Non, j'ai mal que au tibia et ça me brûle. D'accord, t'inquiète pas, on va te donner quelque chose pour la douleur, d'accord? L'équipe doit vérifier au plus vite si la patiente ne souffre pas de fracture. Mais les préoccupations de l'ado sont bien différentes. Une par une, d'accord? Hein, on va prendre les choses, on va pas trop mobiliser la jambe en attendant, hein. On va... Qu'est-ce qu'il y a? Le pantalon tout neuf. Écoute, un pantalon, il peut se racher. Les assurances, ça marche, donc t'inquiète pas. Bah oui, qu'est-ce que c'est, hein. Moi, je pense que c'est les émotions qui montent un petit peu. Hein. Si c'est vraiment cassé à cet endroit-là, hein, si c'est la tibia, il y a quand même une forte chance que ça peut être chirurgical. D'accord? Alors, on va lui faire une prise de sang. Vous me faire opérer? On ne sait pas encore. Je peux pas te dire ça maintenant. D'accord? Non. Mais pense pas à ça tout de suite. D'accord? Comme j'ai dit, on va prendre les choses une par une. D'accord? Hein? On va prendre les choses une par une. On va déjà essayer de soulager ta douleur. D'accord? Et après, on va faire la radio et on va voir ce qu'on va faire. Mais c'est un petit cathéter. Ça va pas faire plus mal que... Ça va pas te faire plus mal que la fracture, t'inquiète pas. La jeune fille est en état de choc. Pour apaiser ses peurs, Emma doit trouver les mots justes. On peut te mettre un petit peu d'Antonox, d'accord? Elle est très angoissée. Dans ce cas-là, ce qu'on fait, c'est un patient mineur, alors c'est bien qu'il y ait la présence de sa maman. Ce qu'on essaye de faire, c'est quand même de la rassurer, qu'on va soulager sa douleur. Je pense que c'est ça le plus important, c'est pour que la patiente n'angoisse pas plus. Et pour aider l'adolescente à se détendre, les infirmières lui font respirer un gaz relaxant. Le bras du corps, voilà, comme ça. Super. Ça a été sage. C'est fini. Et là, il y a le premier médicament qui passe, d'accord? Puis il emmène passer une radio en urgence. T'inquiète pas, c'est normal que t'inquiètes. Enfin, mais effectivement...
Ouais, je regarde. Et le résultat est sans appel. Oui, effectivement, il y a une fracture, une double fracture, ouais. Cette patiente, elle a une double fracture au niveau de la tibia et le péroné. Alors là, il va falloir que j'appelle l'orthopédiste parce que ça va être probablement chirurgical. On va quand même être obligé de l'immobiliser, la patiente. Ça veut dire de mettre un plâtre ou une attelle. Vous pouvez m'endormir? Bien sûr, mais on oui, va t'endormir. en général. Mais oui. Ah bah ça va, alors je vais toujours mon médecin. Je vais toujours être votre médecin, d'accord? Vous allez pas me quitter? Maintenant, je vais pas te quitter, t'inquiète pas. Je suis là, d'accord? Tu hésites pas d'appeler, je vais venir te voir, d'accord? Pour éviter que la fracture ne s'aggrave, l'équipe médicale lui pose une attelle en plâtre. On va juste pour l'instant regarder tes jambes. Respire bien, continue. Allez, respire. Et face à une ado en crise de panique, ils vont s'y mettre à 5. Respire. Souffle. Oui, je suis là. Souffle. Respire calmement. Respire calmement. C'est fini. Là, on met les dernières bandes, mais on touche plus. On touche plus. Ça va. Mais ça fait mal juste maintenant, pendant l'immobilisation. Allez, respire encore un bon coup. La jeune fille sera opérée dans les heures qui viennent. Mais la convalescence sera longue. Elle devra rester immobilisée 3 mois sans pouvoir poser le pied par terre. Fin de service pour Emma. Et même si elle a été mise à rude épreuve durant cette journée, elle ne renoncerait pour rien au monde à son métier de médecin urgentiste. Il est 1h15 du matin aux urgences de Semur-en-Auxois. Et comme souvent, la nuit et surtout le week-end, les consultations pour des motifs liés à l'alcool se succèdent. C'est le cas de ce jeune homme, emmené par les pompiers. Il a été trouvé inconscient dans la rue. Et ils n'ont pas réussi à la piquer en fait. C'est bon, on va commencer tout ce qu'il faut. Merci de le garder en PLS, c'est très bien. Et c'est Julia qui va le prendre en charge. Reste sur le côté, s'il te plaît. Sur le côté. Reste sur le côté. Il est très alcoolisé, a priori, ce jeune homme, mais on va voir dans un deuxième temps ce que ça donne. Allez, j'ai besoin des gants. Clara, donne-moi des gants, s'il te plaît. Faut éviter la bouche, là. C'est pour ça. Il va y venir l'haricot. Qu'est-ce qu'il a mangé, là? Deuxième gant, c'est gentil, merci. Et le fromage. Il est sans doute en coma éthylique. Il est donc tout de suite placé en salle d'urgence vitale. Et malgré une apparente décontraction, pompiers et urgentistes savent que la situation peut dégénérer. Sur l'alcoolisation aiguë, on peut avoir un risque vital. Sur l'inhalation, sur les pauses respiratoires, sur l'état comateux de base. Donc on peut toujours s'étouffer avec nos propres sécrétions. Il y a aussi le risque de convulsion, il y a aussi le risque de pause respiratoire, qu'il arrête de respirer sur un coma profond. C'est pour ça qu'il y en a quand même des gens alcoolisés qui des fois finissent intubés. Et là, si besoin, tu lui attaches cette malle-là. Le jeune homme nécessite une surveillance permanente, car à chaque instant, il peut mettre sa vie en danger. Non, comme ça. Il va donc être attaché au brancard, en position latérale de sécurité. C'est juste pour qu'on évite qu'il se retourne sur le dos. Je pense qu'il est bien loin, là, en ce moment, parce qu'il ne réagit pas beaucoup à la douleur. Donc c'est possible que ça se finisse en réanimation quand même. Ouais.
fait. Ce que c'est le plus étonnant, c'est qu'il a fait ça avec son père. En effet, dans la pièce d'à côté se trouve le père du jeune homme. Fortement alcoolisé, lui aussi. Ça c'est fait. Julia tente donc de savoir ce qui s'est passé. Vous avez bu ce soir? Non. Du tout, du tout? Un petit peu. Un petit peu plus, j'ai l'impression quand même. Non. Non? Et pas plus qu'il fallait. Pas plus qu'il fallait, il fallait beaucoup quand même du coup. Vous savez où vous êtes là? Et à Sémériox. À l'hôpital. À l'hôpital de Sémériox. Tout à fait. Et vous êtes venu avec votre ami. Je ne sais pas si c'est votre ami ou c'est votre fils. Vous n'avez pas de fils? Pas de fils. Pas d'enfant? Pas d'enfant. L'homme semble ne se souvenir de rien, pas même du fait d'avoir un fils. Vous n'êtes pas son père? J'ai pas bu avec personne. Comment ça, avec personne? Personne. Bah, il s'appelle quand même comme vous. Eh bah, je sais pas, mais il est inconscient en ce moment, que vous sachiez. Il est vraiment grave. Sérieusement? Sérieusement, moi je rigole pas là. Bon, on va discuter de tout ça demain matin. Si il fait le bordel, t'appelles directement les gendarmes. On se bat pas avec, il essaie de se casser, c'est les gendarmes. Je vais mettre où aussi? Bah, je pense qu'il va dormir là sur le brancard parce que je pense pas que tu seras capable de le bouger. Hein? Des patients alcoolisés, c'est le lot quotidien de Julia. Ça nous agace à tous parce qu'on voit que c'est quand même une mise en danger consciente et faite exprès. Donc, c'est quand même dommage d'encombrer les urgences pour ça. Mais c'est nécessaire parce qu'un coma éthylique peut être quand même assez grave. Avec 3 grammes d'alcool par litre de sang, le jeune homme passera la nuit sous étroite surveillance. Il quittera le service le lendemain matin avec son père, qui lui aura retrouvé la mémoire pendant la nuit. Mais en cas d'intoxication éthylique aiguë, la fin n'est pas toujours aussi heureuse. Le lendemain, Benjamin, médecin urgentiste au SMUR, va en faire l'amère expérience. On y va, Alison? On part sur un jeune homme de 27 ans qui aurait bu de l'alcool et qui ne réagit pas, et qui ne se réveille pas. On va aller voir sur place. Vous avez ces notions-là? Et il faut faire vite. L'homme aurait fait une tentative de suicide en ingérant une forte quantité d'alcool. Il est dans le coma depuis de longues heures et il doit être emmené d'urgence à l'hôpital. Benjamin va devoir prendre une décision radicale. Les urgentistes sont donc face à un cas très grave. Dans l'ambulance, l'homme est dans le coma. 75, 6 x 7. Pour empêcher que le cerveau du patient ne subisse des dégâts irréversibles, Benjamin, médecin, n'a plus le choix. Allez, on y va. Il doit introduire un tube dans ses poumons pour l'aider à respirer. Il a des toutes petites cordes vocales. Un geste difficile et risqué qui nécessite normalement une anesthésie générale. Tiens, si tu veux me mettre la sonde dessus. Il y a un risque vital si on l'intube pas.
Mais c'est pas un geste anodin non plus, donc il faut mesurer le bénéfice et le risque. Et après de longues minutes, je pense que c'est bon. L'homme est intubé. Mais il n'est pas tiré d'affaire. C'est un patient grave. C'est un patient grave parce qu'il est dans le coma et qu'il a des soins lourds, malgré tout, l'intubation. Et enfin, voilà, c'est une surveillance comme le lait sur le feu. On peut rouler pour moi. L'homme doit être conduit en urgence aux soins intensifs de Semur. Un trajet à haut risque. Arrivé à l'hôpital, le patient est confié à l'équipe de réanimation. Sa copine l'a quitté hier et il a dit qu'il n'hésiterait pas à se suicider. Il aurait pris 3 litres d'alcool fort, 1 litre de whisky, 1 litre de vodka et une bouteille de Cointreau. A priori, pas de médicaments, mais il avait tenu des propos suicidaires hier. Ok. Bon, bah merci. Les interventions sur les tentatives de suicide, effectivement, c'est très fréquent aux urgences. C'est pas toujours aussi grave sur le plan des fonctions vitales, j'ai envie de dire. Le geste, effectivement, est grave en soi, mais l'état de conscience est rarement aussi altéré. Après 4 jours en soins intensifs, sous étroite surveillance, le jeune homme reprendra progressivement conscience. Et il rentrera chez lui, sans séquelles. C'est pour cette adrénaline que Benjamin a choisi de devenir médecin urgentiste. Il n'y a pas de routine en fait, on ne sait jamais ce qui va se passer le jour quand on prend notre garde. C'est vraiment l'imprévu. On a de tout, on va au domicile des gens, on a des patients graves, on a des patients moins graves, voilà, des enfants, des adultes, des personnes âgées. C'est vraiment la polyvalence. Et il n'aura pas beaucoup de répit, car il doit partir sur une nouvelle intervention. En pleine campagne bourguignonne, entre Dijon et Auxerre, une ambulance du SAMU est lancée à vive allure. On a été appelé pour une sortie au domicile d'une personne qui présente une douleur dans la poitrine, qui peuvent faire craindre un infarctus. À tout moment, le patient peut faire un arrêt cardio-respiratoire. C'est donc une urgence absolue. Une situation d'autant plus dramatique que la victime se trouve à 45 minutes de route. Il y a les pompiers là-bas, je sais. Là-bas. Ouais, c'est ça, c'est la prochaine. Ouais. Arrivé sur place, il porte sans attendre secours aux malades. C'est où? Ça vous gêne pour respirer? Oui. Ça fait mal quand je respire. Et là, quand j'appuie, ça fait plus mal ou pas? Ça fait mal. Là. Mais ça fait plus mal ou c'est à l'intérieur? Pas plus mal, mais ce qu'on veut toucher, c'est sorti. D'accord. Bon, on va faire un enregistrement du cœur. La situation est critique. Et ce que redoute Benjamin, c'est l'infarctus. La douleur, là, monsieur, entre 0 et 10. Si 0, c'est pas mal du tout, et 10, c'est intolérable. Encore à 10, là. On va titrer en morphine. Merci. Il faut immédiatement soulager cet homme qui semble souffrir le martyre. Vous avez déjà eu des soucis cardiaques? Non, j'ai des petites crises d'angoisse. Mais ça fait pas pareil. Non, non. Ah non, puis c'est pas du bluff. Je vous crois, monsieur. Parce qu'il est possible que vous fassiez un infarctus. Il y a des anomalies sur l'enregistrement du cœur, il faut aller vérifier tout ça. Hein?
On va aller en cardiologie le plus rapidement possible pour déboucher l'artère du cœur qui est bouchée. Et pour ce patient, chaque seconde compte. Mais le service de cardiologie le plus proche est à Dijon, à plus de 65 km. Alors, Benjamin décide d'employer les grands moyens. Oui, dame, c'est Benjamin. Ça va? Et il y a moyen de se poser en hélico. Oui, c'est très loin, on est à plus d'1 heure et quart de Dijon. Hein. Mais on a un champ qui est juste à côté, si besoin. À tout à l'heure. Au revoir. Alors, l'hélico va venir directement ici. D'accord. Hein, il y a un champ, il peut se garer. Alors, l'hélicoptère, c'est vraiment un gain de temps pour ce patient, puisqu'on il va arriver plus vite en cardiologie, il va être soigné plus vite. Et, voilà, le but, c'est qu'il y ait moins de séquelles au niveau du cœur, le moins de séquelles possible. Mais en pleine campagne, pas facile pour l'hélicoptère du SAMU de trouver l'endroit exact. Alors les pompiers viennent en renfort et ils utilisent les gyrophares de leur véhicule comme signal. Ouais. Il est en face, il est à midi. Tu peux lui dire qu'il est à midi. Une fois que l'hélicoptère est posé, pour le patient, rien n'est encore gagné. Vous laissez faire les pompiers, monsieur, vous faites pas d'efforts, sinon ça augmente le travail du cœur et vous verrez la facture, c'est pas une bonne chose. La moindre secousse peut lui être fatale. C'est donc avec une extrême précaution que les secouristes le déplacent. Attention pour lever. Lever. Plus de 10 hommes sont nécessaires pour cette manœuvre. C'est bon? Alors là, vous allez un peu... Ah oui, je suis presque trop complètement. On se dépêche, on se dépêche. Il faudra seulement un quart d'heure pour héliporter le patient en chirurgie cardiaque contre plus d'1 heure par la route. Grâce à l'intervention rapide du SAMU et des pompiers, et après quelques jours d'hospitalisation, l'homme sera sauvé. À l'hôpital, c'est Mariana qui est de garde. Cette jeune médecin grecque, récemment arrivée dans le service, doit gérer une nouvelle urgence. Et elle est aidée par Laurie, infirmière, elle aussi, aux urgences. Poussez contre maman, madame. Comme ça. Levez le poignet. Ah, lever le poignet? Ouais. D'accord, ça va. Ça va? Oui, ça va. Ça picote un peu. Une dame de 85 ans vient d'être mordue par un chien de chasse. Oui, c'est Loulou. Elle a été mordue par le chien de son fils, qui est un chien de chasse. Du coup, on voit ici une plaie très importante du poignet. Et le chien, il est où là? Il s'est piqué par le vétérinaire. Ah, il l'a directement. Ah, piqué. déjà? Ah, je crois. C'était rapide. Ah ben, il m'a déjà essayé hier. Hein. Ah, d'accord. Ah, d'accord. Parce que c'est un chien de chasse, mais que vous aviez vers vous? Ah oui, qu'on Un a chien de élevé. compagnie. L'animal est resté de longues minutes accroché au bras de la vieille dame. Et sans l'intervention de son fils, l'issue
aurait pu être tragique. Vous mordez pendant longtemps? Il a fait Parce que mon fils était là, qu'est-ce que j'aurais fait toute seule? Hier matin, il a essayé, il m'a pris le genou là. Et le genou, il n'y a rien? Non, pas cette pression-là. Regardez. Puis là, il m'a pris par la peau là. Là, il m'aime pas. Hein. Ça, on l'a bien compris. La blessure est impressionnante. Les crocs de l'animal lui ont lacéré l'avant-bras. C'est important que je désinfecte très bien. Parce que c'est vraiment pas bon. On voit ici une plaie très importante du poignet qu'on va essayer de rapprocher, pas complètement suturée. Parce que comme j'ai déjà expliqué à la dame, il y a un gros risque d'infection quand on a affaire avec des morsures. Ah oui. On voit très souvent des morsures de chiens aux urgences, ouais. Ah, Après oui. ça, effectivement, c'est une plaie très impressionnante. Moi, d'habitude, j'avais affaire avec des plaies un peu plus petites. Avant de suturer la plaie, Mariana réalise une anesthésie locale. Ça va, l'anesthésie a fait effet? Vous n'avez pas trop mal ou vous avez trop mal? Ça va, oui. Soulevez un petit peu le bras, madame, encore. Voilà, c'est pas facile. C'est très bien comme ça. L'opération est délicate. La peau des personnes âgées est en effet plus fragile. Et les morsures sont profondes. Oui, regardez pas. Non, je ne regardais pas. Je pense qu'elle n'a pas les douleurs, mais enfin, allez, j'ai peiné avec le chien. Oui. Moi qui lui fais ces petites caresses, ces petites. Quand il vient de la chasse, lui met un peu l'oreille chaud, ben, j'aime les bêtes. Bah oui. J'aime les bêtes, je suis née dans la culture. C'est le seul chien que vous aviez? Oui, il y avait une arrière-petite-fille. Avec un chien comme ça, faut le balancer. Hein. La plaie est refermée, mais il faut la protéger avec un pansement gras et un bandage. Je ne serre pas, hein, je pose juste la bande, vous voyez. Vous avez quel âge? 85. Vous pétez le feu? Que vous dites? La patiente devra revenir tous les jours aux urgences pendant une semaine. Une infirmière vérifiera l'absence d'infection et la bonne cicatrisation de la plaie. Aux urgences, les infirmières ont un rôle capital. Elles assurent les premiers soins aux patients dès leur arrivée. Vous avez fait de la fièvre ces derniers temps? Vous avez fait de la fièvre? Non. Non? Parce que là, il y en a un petit peu. J'en ai donné presque deux. C'est le cas de Vanessa. Elle doit venir en aide à un homme qui a beaucoup de mal à respirer et qui se plaint de douleurs à la poitrine. Vous aviez froid cette nuit? J'ai tremblé toute la nuit. Ah ben. Eh ben ça c'est parce que vous aviez de la fièvre sûrement. On va faire l'électrocardiogramme. Vous savez, c'est l'enregistrement du cœur. Donc il ne faudra pas bouger et pas parler. Et moi je vais vous piquer le bout du doigt. C'est aussi l'infirmière qui transmet les premiers éléments d'information au médecin. Une douleur au niveau thoracique, mais plutôt à droite, en coup de poignard. Oui. Avec une dyspnée. À l'arrivée des ambulanciers, il avait 90% de SAT. Ils l'ont mis à 5 litres d'O2 au masque de concentration. Il a dû faire de la fièvre cette nuit. Douleur... L'état du patient est préoccupant. Il a déjà fait une embolie pulmonaire, ce qui a fragilisé ses poumons. C'est Julia, le médecin, qui reprend la main. Vous prenez quoi comme traitement, monsieur, à la maison? Ils vont donner l'ordonnance. Vous avez amené l'ordonnance. Et vous avez cette douleur depuis quand? À 3 heures. 3 heures du matin?
C'est un monsieur qui a déjà des antécédents de problèmes cardiaques et surtout pulmonaires. Et puis la douleur dure depuis ce matin sans amélioration. Plus que ça s'aggrave. Et ici, on a découvert aussi une fièvre. Donc il faudra qu'on fasse un bilan complet. L'homme souffre. Alors les infirmières essaient de le détendre un peu. Épilation gratuite. Épilation gratuite. C'est une nouvelle mode, vous allez voir, ça va être tendance. Ouais, on va vous jalouser. Cet été sur la plage. Arriver aux urgences, c'est angoissant. Donc, si en face, ils ont quelqu'un de froid qui fait la tête, ou, on va augmenter l'angoisse. Donc, on peut arriver à des situations catastrophiques, jusqu'à de l'agressivité. Donc, il faut essayer le plus possible d'être un peu rigolo. On dédramatise un petit peu la situation quand on essaye un peu. Et le monsieur, d'ailleurs, il a un peu plus le sourire qu'à l'arrivée. Mais pour Julia, le cas est sérieux et nécessite un examen rigoureux. Cette douleur, vous pouvez me montrer avec la main où elle est localisée exactement? Là? Vraiment là? Oui. Ça fait plus mal quand j'appuie ou pas? Non, quand je bouge comme ça. Quand vous bougez, quand je respire. Quand vous inspirez profondément, ça coupe la respiration. Juste, je respire doucement. Tout doucement, vous ne pouvez pas prendre de plan respiration? Vous êtes vacciné contre la grippe? Non. Non, je ne suis pas vacciné. Pas de vaccin, ok. Ni pour le pneumocoque? Ce serait quand même bien de les faire. Parce qu'on peut éviter de faire des choses graves quand même. Moi, je travaille 40 ans ici. Hop, tout doucement. Bon, ça va aller. Avec son stéthoscope, le médecin écoute les poumons du patient à la recherche d'une anomalie. Respirez par la bouche. Bon, je pense que vous êtes en train de faire une petite infection au niveau du poumon. On va vérifier tout ça. Cet examen sera complété par une radio. Et les résultats s'affichent presque instantanément sur l'ordinateur de Julia. C'est beau, c'est une pneumopathie de la base droite. Avec un petit épanchement, regarde aussi. Toute la base, elle est quasi blanche par rapport au reste du tissu. Là, on voit bien les bases, tout ce que c'est noir, c'est de l'air, tout ce que c'est blanc, c'est de l'infection. Il a bien fait de venir aux urgences parce que déjà, il ne respire pas de façon efficace. Il a besoin d'oxygène pour qu'il ait une respiration efficace et déjà, ça l'empêche de respirer profondément à cause de la douleur. Ces genres d'infections peuvent entraîner des douleurs neuropathiques, des douleurs névralgiques en fait, sur le fait que le tissu et la plèvre est touché. Si l'homme ne s'était pas présenté rapidement aux urgences, il aurait fini probablement en réanimation. Il y a une pneumopathie. C'est une grosse infection que vous avez au niveau du poumon. Et je pense que ça ne traîne pas depuis hier. Je pense que ça a commencé à se développer petit à petit depuis quelques jours. Et c'est que quand ça a touché la plèvre au niveau du poumon que vous avez commencé à avoir mal. C'est ce qui vous a fait consulter. Il faut guérir cette pneumopathie et il faut rester à l'hôpital le faire. Parce que même si on met des antibiotiques aujourd'hui, les premières 48 heures sont très importantes. Ça risque quand même de s'aggraver les premières 48 heures. Donc il faut que vous soyez ici s'il y a le moindre souci, qu'on puisse avoir de la réanimation à côté. OK? Je vais vous mettre un petit aérosol, ça va vous faire du bien. Ça va dégager un peu. OK? Bon. Je vais faire toutes les prescriptions. Grâce à l'efficacité des soignants et avec un traitement adapté d'antibiotiques, l'homme pourra regagner rapidement son domicile. Sauver des vies et soulager la douleur des patients, c'est le quotidien des urgentistes de Semur en Auxois. Alors, malgré la fatigue, le stress, ils continuent à venir en aide à toute une population qui compte sur eux, plus que jamais. Car l'urgence n'attend pas. Voilà donc pour cette immersion exceptionnelle et merci à tous ces professionnels de l'urgence qui nous ont permis de partager leur quotidien et merci à eux pour ce travail exceptionnel qu'ils font chaque jour.
N'oubliez pas, on se retrouve nous demain à partir de 13h35 sur Énergie 12 pour la quotidienne de Crimes et Faits divers qui chaque jour donne en direct la parole à ceux qui vivent des drames et cherchent des réponses à leurs questions. Belle fin de soirée sur Énergie 12.